Bienvenue chez vous, à l'ambassade de la République d'Haïti au Canada. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous aider à accueillir Philomé Robert chaudement chez nous aujourd'hui. Merci Jackson d'avoir facilité ce partenariat. Donc cet après-midi, ce soir, nous allons passer un moment agréable avec Philomé Robert, notamment autour de son livre « Vagabondage éphémère ». Et également, à la fin, on va dire un petit peu plus tard, on va parler de son parcours inspirant. Philomé Robert, un Haïtien dont je suis particulièrement très fier. Et Haïti doit être très fier de ce fils du pays. Sans plus attendre, je vais passer la parole à l'ambassadeur, son Excellence Robert Antus, qui va en 5 mots vous recevoir et éventuellement vous parler un petit peu de notre club de lecture. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci. Sur la page de Gaspard Ça marche. Ben, bonsoir et bienvenue à tout le monde. Il y a des habitués, il y a des personnes qui sont ici avec nous pour la première fois. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre petite salle à l'ambassade d'Haïti au Canada pour cette énième séance de notre club de lecture qui a pris naissance cette année et puis après une pause estivale. Donc là, c'est la rentrée. Nous sommes bien heureux de vous accueillir et surtout bien heureux d'accueillir Philomé, mon ami, collègue. On a travaillé ensemble en Haïti, on a connu nos premiers hivers parisiens ensemble et c'est un plaisir pour moi de le recevoir, de pouvoir le lire et de l'avoir avec nous aujourd'hui. J'ai oublié de dire, on a connu l'exil aussi ensemble. C'est vraiment beaucoup d'expérience avec. Alors, quand elle dit petite, Roxane est une dame que j'ai vue naître. Donc, c'est un plaisir pour moi de te recevoir, comme on t'appelle affectueusement. Et même si dans le livre, bon, c'est pas toi qui le dis, c'est Gabriel qui a le surnom. Non pas quand on l'appelle Gabi, mais quand même, on a quand même ce surnom qu'on partage avec toi. Donc merci à ceux et celles qui viennent ici. Je dis, le club de lecture, et c'est l'occasion pour nous de faire connaissance avec les auteurs, de nous retrouver, de nous ressourcer en tant qu'Haïtiens, en tant qu'amis d'Haïti autour du livre. Et je le disais tout à l'heure, quand on parle de culture haïtienne, on parle évidemment de la musique, du compas, de la musique racine. On parle bien sûr de notre cuisine qui est extraordinaire, mais on parle aussi de notre littérature. Ça fait plus de 200 ans en Haïti qu'on écrit, qu'on lit, qu'on a des bibliothèques. Plus de 100 ans qu'on a des quotidiens qui existent encore. C'est-à-dire on est aussi un peuple de lecture et d'écriture. Et c'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici. J'espère que nous allons passer une très bonne soirée. Je remercie toutes les têtes qui sont là. Je ne veux pas faire de jaloux, mais je dois quand même reconnaître la présence de M. Théodore parmi nous. Et tous les autres, tous les autres et toutes les autres, bienvenue à l'ambassade. Je vous souhaite une très bonne séance du club de lecture avec Philomé. Merci.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Et comme l'ambassadeur l'a dit, notre Bob, notre Bob national, surtout pour les journalistes, nos autres journalistes en Haïti. Donc Bob est très, très, très apprécié. Je me rappelle, il a été en Haïti, ça fait quelques années, et j'en ai parlé à quelques collègues journalistes. Et rapidement, chez moi, c'était rempli de journalistes. Tout le monde voulait rencontrer Robert Philomé. Et on ne va pas à Paris sans chercher à voir Robert Philomé. Et il est toujours disponible, toujours là pour recevoir tout le monde. Donc vraiment, c'est un plaisir pour nous de le recevoir aujourd'hui. Gaspard d'Aurélien n'a pas pu faire, a été également en France. Et je pense que l'une des premières choses qu'il a fait, c'était d'aller voir Robert Philomé. Donc qui est Robert Philomé? Gaspard le connaît peut-être même un peu mieux que moi, non? On va voir. On va voir. Donc, je passe la parole à Gaspard qui va nous présenter Robert Philomé. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai eu le privilège de rencontrer Philomé à ses débuts à Vision 2000, au club littéraire de Vision 2000. Je ne sais pas si parmi vous avez... certains ont des souvenirs de cette émission qui se passait tous les dimanches soirs. Donc c'est là qu'il m'avait reçu au club littéraire de Vision 2000. Et puis j'ai eu le privilège en mai 2015 d'aller à Paris spécialement pour l'interviewer pour la Radio-Télévision Caraïbe. Et là, je l'ai longuement présenté. Mais aujourd'hui, je serai aussi bref que la notice biographique qu'il y a dans la 4e de couverture de son roman. Alors, pour vous, chers participants à cette session du club de lecture et pour ceux-là qui nous suivent aussi sur Internet présentement, Robert Philomé est né à Limbé. C'est pas né Côte-Ouest, il est né dans le Nord. Alors, il est né à Limbé en Haïti en 1975. Philomé Robert est journaliste, ancien reporter de Radio Vision 2000 à Port-au-Prince et de RFI à Paris. Il est depuis 2008 présentateur sur France 24, ancien étudiant de la faculté de linguistique appliquée, de la faculté de droit de Port-au-Prince, diplômé de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de Sciences Po à Paris. Philomé Robert est l'auteur de plusieurs essais, dont Exil au crépuscule, coédition avec RFI. Parallèlement à ses activités de journaliste et d'auteur, Philomé Robert est avocat, stagiaire bénévole au Bureau des droits humains en Haïti. Il est aussi président de l'Association des journalistes haïtiens vivant à l'étranger, AJHE. Alors, ce livre est sa première fiction. Alors, pour faire la transition à mon ami et collègue Calice, qui va présenter le livre, j'ai tout de suite envie de te poser, Philomé, une question, une sempiternelle question qui va sûrement te revenir souvent depuis ton passage à cette aventure d'écriture de fiction. Alors, ma question c'est, ma première question, hein, c'est comment tu vis ou tu as vécu ce passage entre une écriture codifiée, réglementée, où tu ne pouvais pas faire dire aux autres ce qu'ils n'avaient pas dit ou ce qu'ils n'avaient pas fait, à cette écriture où tu es comme Dieu, tu crées, tu peux enlaidir, embellir, où la liberté est tienne. Et alors, comment tu as vécu ce passage entre cette limitation dans l'écriture où tu dois rapporter seulement les faits et cette liberté où tu es Dieu, où tu as la liberté, la possibilité de créer, de faire dire aux autres ce que tu veux, où c'est seulement ta conscience de créateur qui est ta limite. J'ai une deuxième question après. Je vais essayer d'être autant bref que la question a été longue. Désolé. Mais avant toute chose, et par correction, parce que je suis assez ému, parce que les circonstances l'obligent, et je me dois déjà de remercier, dire les choses, de rendez-vous au sommet de l'ami Jackson Germain, je sais lui qui m'a emmené au Canada. Et
et grâce à Rendez-vous au sommet et l'énergie déployée par l'ami Naomi et mon ami Artus, nous sommes ensemble ce soir. Donc je me dois de déjà vous dire merci à chacune et à chacun d'entre vous. Je suis très très touché par tout ça parce que d'habitude je suis sous les projecteurs, devant les caméras, mais ceux qui me connaissent savent que j'ai pas mal de difficultés à être sous la lumière. Ce n'est pas une torture, je vous rassure tout de suite. Je suis bien content d'être là et on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Mais parler de moi, ce n'est pas quelque chose que je sais faire, même si je suis obligé. Déjà, merci, cher artiste, Marine Roxane. C'est Roxane, il y a plusieurs marraines. Mais vous êtes bien pour oublier Marine, parce que pour l'anecdote, comme on a effectivement vécu ensemble nos premières années parisiennes, nos premiers mois dans le froid d'hiver, et surtout la violence de ce départ forcé, parce que nous nous sommes retrouvés dehors alors que nous n'avions pas préparé, donc nous partions tout le temps et c'est nous rentrions à chaque fois. Et c'est toi qui t'occupais de ma fille qui était bébé, qui venait de naître. Donc il a changé des couches, il a absolument tout fait, il a donné des biberons, enfin bref. Et aujourd'hui, la gamine, elle a 22 ans. L'ami Roxane. Et donc, déjà, merci beaucoup. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis là. Et je vais essayer de partager avec vous 2-3 petites choses comme ça dans le cadre de ce club, autour de ce livre, Vagabondage éphémère, qui est effectivement ma première fiction, mais ce n'est pas la première fois, comme vous l'avez entendu, que je m'essaye à l'écriture. J'ai déjà un certain nombre de textes qui sont en circulation, notamment le premier récit, Exil au crépuscule, où je raconte comment je suis parti travailler un matin, je ne suis jamais rentré chez moi. Maintenant, quant à toi, Gaspard, effectivement, et Naomi, c'est encore autre chose. Et je me rappelle que nous avons fait connaissance un dimanche soir sur le plateau de Radiovision 2000 qui avait eu l'audace ou la bêtise ou les deux, ou le culot de lancer une émission de littérature un dimanche soir sur l'une des plus grosses antennes du pays, Radiovision 2000, à un moment où les Haïtiens soient entrés de la plage, étaient en train de faire la fête et tout ça, et nous parlions poésie, nous parlions théâtre, nous parlions roman, et tu es venu chez nous, et j'ai découvert à ce moment-là tes talents de poète. Évidemment, tu t'es bonifié plus tard, mais effectivement, nous avons fait connaissance depuis pour ne plus nous lâcher. Ça, c'est pour le prologue. Maintenant, quant à la question que tu as posée, j'ai dit que j'allais être autant court que la question était longue. C'est évidemment pour la blague, mais effectivement, passer de l'écriture journalistique qui est extrêmement normée, quoi que disent ou fassent ce que nous appelons aujourd'hui les influenceurs. Mais bon, je ne vais pas me faire d'ennemis, mais pour ceux qui ne sont pas anglophones, influenceurs, c'est une espèce de jeu de mots entre les influenceurs et les rinceurs. Le rinceur, un peu à l'haïtien, c'est celui qui passe son temps à radoter. Beaucoup, hein? Ah oui. Et à parler de tout et de rien avec une espèce de pseudo-science. Et malheureusement aujourd'hui, les outils numériques, parce que nous sommes tous éditeurs de contenu, permettent. Et oui, enfin bon. Et bref, le travail journalistique, le ton journalistique, l'écriture journalistique, quel que soit le genre, est effectivement codifié, même si on a beaucoup de liberté, par exemple, en tant qu'éditorialiste ou chroniqueur ou billettiste ou satiriste et tout ça, mais à l'arrivée, quel que soit le genre que l'on explore dans ce métier-là, et je parle sous le contrôle de ce gang de journalistes à côté de moi, lui et elle, journaliste, elle a été biberonnée à ça, elle a été formée à ça, et en tout cas moi c'est ce que je sais faire et vous aussi, et vous savez très bien qu'à l'arrivée, il faut avoir répondu aux questions qui a fait quoi, quand, où, comment, pourquoi. C'est le but du jeu. Et le travail d'essayiste répond à peut-être davantage de critères parce que c'est un travail scientifique,
ou apparentés, ou à un moment donné, il faut livrer une certaine vérité sous le contrôle de la science, et ce, quelle que soit la science. Maintenant, le roman, je pense, et la question que tu as posée, la réponse est dans la question. Le roman permet effectivement ce que tu appelles la liberté au sens large du terme. J'ai effectivement, en tant qu'auteur, droit de vie et de mort sur mes situations, mes séquences, mes personnages. Cela étant dit, je dois quand même rapidement mettre les guillemets parce que en tant que romancier, je ne suis pas autant libre que ça. Et je l'ai découvert en travaillant, et d'autres auteurs disent la même chose. Le texte a sa propre temporalité, le texte a sa propre rythmique, le texte a sa propre dynamique. Et il arrive que ce soit finalement le texte qui décide dans quelle direction l'auteur va, parce qu'à partir du moment où on a ouvert une porte, je ne sais pas, exemple banal, on a un type et un personnage qui a, on va dire, 2-3 enfants, mettons. À un moment donné, il part d'un point A pour arriver, on ne sait trop où. S'il part, il est censé arriver quelque part. Et s'il n'arrive pas, il faudra expliquer pourquoi. Et le texte, à un moment donné, peut faire en sorte à ce que ce personnage-là se perd totalement en route. Et quant aux enfants, il faut leur trouver une destinée. Maintenant, laquelle? Il peut arriver qu'on trouve un métier à un tel et pas à un autre. Et à partir de ce moment-là, le texte, de par ses enroulements, de par ses contorsions, on pouvait avoir décidé que le personnage était maçon, c'est le cas du père de Gabriel, mais pour les besoins de la cause, entre guillemets, pour les besoins de littérature, pour les besoins de construction, mais il n'est plus maçon, il est architecte ou il est ingénieur, parce qu'il a beaucoup plus de compétences qu'un simple maçon. Mais ça, c'est après coup. Et tout ça, c'est après aussi le travail avec l'éditeur, etc. En résumé, le texte romanesque de fiction permet une liberté de ton excessivement large, même si elle est cadrée, cette liberté. On va peut-être se poser la question tout à l'heure. Et alors que le texte journalistique ne permet pas cette liberté-là. Maintenant, comment je suis passé de l'un à l'autre? Je pense que j'avais besoin, et j'en terminerai par là, j'avais besoin d'essayer autre chose. C'est-à-dire que moi, je fais de l'information en continu. Avant ça, on a fait du reportage. On a fait de la presse écrite. On est toujours corseté quelque part par les réalités que nous décrivons en tant que journalistes. Et moi, j'avais envie de sortir de ce cadre-là et de raconter autre chose, mais en m'appuyant sur ce que je connais, sur l'écosystème dont je suis familier. Là, en l'occurrence, c'est Haïti. Voilà pour le prologue. Pardon d'avoir été long. Alors, je vais demander à mon ami Naoui de souffrir un peu pour poser ma prochaine question. Et on va rester toujours dans la dynamique de cette liberté que confère l'écriture de fiction, mais je vais être plus spécifique par rapport au roman. Alors, sauf aussi que je vous lise un passage. C'est pas un hasard, mais la page 22, pour moi, est devenue emblématique quand j'ai créé quelque chose où tout se passe autour de la page 22 de livre quelconque. Alors, je vais lire la page 22, mais bon, je vais prendre un extrait de la page 21 parce que ça commence à la page 21, et puis ma question suivra. Sans jamais avoir fréquenté la moindre école, sans avoir jamais su lire et écrire, Héloïse avait élaboré sa propre philosophie. Elle avait décidé de vivre en femme totale. J'apprendrai plus tard qu'à 18 ans, Héloïse était partie à Port-au-Prince. Non parce qu'elle accordait un quelconque crédit aux appels fumeux du docteur président à vie ange exterminateur, mais parce qu'elle voulait pleinement explorer dans la capitale l'aventure humaine, la sienne propre. Chose rare par ces temps, elle avait ce goût de l'interdit qui rend libre. Héloïse avait voulu vivre à contre-courant des mœurs de son époque sans se soucier des commérages. Souvent, ici
quand le froid a tout envahi, quand tout se contorsionne au point de me faire douter de ma raison, je sens sa présence qui m'a un jour invité à repousser les limites, à transgresser sans mauvaise conscience, sans regret. J'ai mis quelque temps avant de marcher dans ses pas. Puis arrivèrent et s'enchaînèrent ces moments protéiformes, avec eux des géographies autant nouvelles que menaçantes. Les amours clandestines sont paradoxales. Elles font autant penser à un banc de sable cotonneux qui accueille les fêtes les plus démentielles qu'à une côte accidentée, rongée par les ronces. De par cet extrait, je demande à Philomé, est-ce que ce roman est un réquisitoire pour une vie débridée, ou la liberté, ou la liberté est la seule guide? Alors, est-ce que j'ai le choix de répondre par oui ou par non? Parce que si je peux répondre par oui ou par non, la réponse est vite trouvée. Je réclame une longue élaboration. Pour la petite histoire, parce que comme là vous venez d'acquérir le texte, Héloïse, c'est la mère du personnage principal qui s'appelle Gabriel. Et cette Héloïse-là, il va lui arriver un certain nombre d'aventures profondément excitantes, mais ça s'arrêtera par un coup d'arrêt assez fatal, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et si ta question c'est pourquoi j'ai écrit ce texte, est-ce que j'ai voulu, comme d'autres, et peut-être un petit peu plus que d'autres, dans ce schéma-là, et dire pourquoi la liberté au sens le plus large du terme est essentielle. Si ta question c'est ça, je réponds rapidement, oui. J'ai voulu, en tant qu'auteur, me cacher derrière une série de personnages. Là c'est Héloïse, mais peut-être aussi plus tard on le découvrira avec Gabriel et d'autres. J'ai voulu dire et redire le goût que moi déjà j'ai pour la liberté, mais en même temps il ne s'agit pas tant de moi. J'ai voulu redire le goût que nous devrions avoir tous et toutes, chacune et chacun, pour la liberté la plus large possible. Et c'est pas que ça me coûte de le dire, parce que dans le même temps, je ne sais plus qui a rappelé tout à l'heure que j'étais effectivement avocat bénévole au Bureau des droits humains en Haïti, stagiaire. Vous avez des années que je suis stagiaire. Ça n'a pas beaucoup évolué. Mais avant cette aventure d'avocature stagiaire, je suis juriste de formation. Et avec une spécialisation en carrière judiciaire et sciences criminelles, en droit pénal, qui est, les juristes le savent, qui est d'application stricte. La loi pénale ne souffre d'aucune espèce de rigidité. Enfin, de souplesse plutôt, parce qu'elle est extrêmement rigide. Et moi, j'ai voulu aller, enfin, faire dire à travers ce personnage, aller à rebours de tout ce qui est strict, tout ce qui est violence, tout ce qui contient, tout ce qui retient. Héloïse est une femme qui vit dans un milieu rural et qui est analphabète et qui vit avec un homme, le père du personnage, qui est un type extrêmement taiseux, qui ne parle pas et qui est profondément misanthrope, qui a un grand mépris pour son prochain. Mais quelque part, c'est pas de sa faute dans la mesure où il pense que pour lui, ne pas parler à son prochain, c'est une façon de dire que il les invite à davantage d'humanité, et que le jour où ils auront beaucoup plus d'humanité, il leur concédera de leur adresser la parole. Et Héloïse vit avec ça, alors que autant le mari est taiseux, autant elle est bavarde, autant elle est bravache, autant elle boit, elle fume, elle fait ce qu'elle veut, alors que l'époque ne le permet pas. Donc, j'ai pensé que c'est ce portrait de femme d'une liberté totale. J'ai pensé que c'était absolument important et nécessaire. C'est pas parce que c'est dans l'air du temps, soit dit en passant, bien au contraire. Mais j'ai pensé que c'était nécessaire de venir redire combien c'est fondamental. Après, cette liberté aussi joue des tours, parce que le personnage de Gabriel, pour
ceux qui liront le texte verront aussi que ça lui coûtera d'être entendu. On n'en dit pas plus. Merci beaucoup. Merci. Ben, Gaspard nous a permis d'entrer déjà dans le roman. Mais n'empêche que je vais quand même vous présenter ce roman. Certains d'entre vous ont déjà peut-être lu le livre. D'autres viennent d'avoir leur exemplaire. Donc, Vagabondage éphémère, c'est le premier roman de Robert Philomé, qui compte 172 pages et a été publié en 2022 par Caribe Éditions. La couverture de ce livre en dit long déjà sur son contenu. Il raconte l'histoire d'un jeune architecte haïtien exilé, on va dire de son propre gré en France, grâce à la rencontre d'une étrangère. Au fil de ses déambulations dans Paris, il fait la connaissance d'une passionnée de talent haut, originaire de Cuba. Les errances de Gabriel l'entraînent un peu partout dans des aventures palpitantes, de quête, de folie, situations de violence, rupture, polyamour et autres. Il faut dire que le livre, on va retrouver beaucoup de femmes dans ce livre, beaucoup de femmes. Et le protagoniste du roman erre d'un lieu à l'autre en quête de quelque chose d'essentiel. Donc je vous laisserai découvrir ce qu'il cherche à la lecture du livre. Vagabondage éphémère offre des moments de partage, le tout sur fond de réalité historique avec Haïti en toile de fond. Ce roman incite également à réfléchir sur la situation du pays, Haïti, tout en amenant le lecteur à Paris, Dakar et à Dakar. Pour le professeur Béouda Lebdaï, qui, dans un texte qu'il a publié dans Le Point d'Afrique, Vagabondage éphémère est un véritable chef-d'œuvre. Félicitations, Robert Philomé. Je peux affirmer qu'il s'agit vraiment d'un roman original. La lecture est fluide et agréable. L'écriture de l'auteur est directe, percutante, rendant la lecture captivante. On ne sait jamais vraiment quand est-ce que l'auteur va passer d'un lieu à un autre. Donc, oscillant entre fiction et réalité, offrant ainsi un voyage à travers le temps. Donc, je vous invite à découvrir ce magnifique roman par vous-même. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. Et en lisant ce roman, moi, je me suis exclamé, waouh, quelle inspiration. Philomé Robert, d'où as-tu tiré ton inspiration pour écrire Vagabondage éphémère? Alors, je vous dirai peut-être les titres auxquels vous avez échappé. Effectivement, le livre s'appelle Vagabondage éphémère, mais il aurait pu s'appeler Les pieds ici, la tête là-bas, le cœur partout. C'est une question, Il aurait pu s'appeler Les pieds ici, la tête là-bas, le cœur partout. Il aurait pu s'appeler aussi Géographie au pluriel des bonheurs avortés. Et c'est des titres que j'avais proposés à l'éditeur, et puis finalement on a retravaillé. Je trouvais que ça pouvait être long et que au final il y a d'autres raisons qui président au choix d'un titre, et ces raisons peuvent être un peu inavouables, elles sont bêtement commerciales. Le livre c'est un objet commercial, et c'est un projet commercial dans lequel un éditeur décide d'investir son argent. Et moi, je ne suis pas autorité. Le livre est un produit éditorialement acheté, conçu, élaboré par quelqu'un qui a décidé que c'était prometteur et qui investit son argent, que ce soit pour... Enfin, petite parenthèse, la chaîne du livre est assez complexe et coûte cher. Et entre l'éditeur déjà, c'est lui qui investit, après il y a les correcteurs, après il y a les graphistes, après il y a l'imprimeur, après il y a le libraire, après il y a le distributeur, en fait tout le tralala, ça coûte assez cher. Et si quelqu'un vous dit votre projet je le prends, et parce que je pense que je peux l'emmener loin et accessoirement en gagner, et c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et finalement, il a trouvé que Vagabondage éphémère répondait à une logique à la fois éditoriale, artistique et aussi commerciale. Maintenant, l'inspiration, en vérité, et
moi j'ai essayé d'écrire, de construire d'abord le personnage de Gabriel, mais qui, au bout du bout, je le dis avec un peu de distance, il est au cœur du livre, en même temps, sans les personnages périphériques, entre guillemets, Gabriel ne serait pas Gabriel. Et tu as dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de femmes dans le livre, effectivement, c'est un livre, je ne dirais pas féministe, n'abusons pas des mots, mais c'est un livre dans lequel des femmes occupent des places de premier plan qui sont essentielles, structurantes. Sans ces femmes, il n'y a pas de Gabriel. Et j'ai essayé d'écrire à partir de... Déjà, moi je suis un assez... je lis beaucoup. J'allais dire, je suis un assez grand lecteur, mais restons un peu modestes, parce que... mais je lis énormément et je suis un fou furieux d'histoire. J'aime beaucoup les Il était une fois, et que on ait un début et qu'on ait un milieu et qu'on ait une fin. Des choses que nous faisons dans nos articles de presse, pour la radio, la télé, internet, n'importe. Mais j'adore les histoires contées. Et le reportage ne nous emmène que dans un monde d'horreur. La fiction peut nous emmener dans des mondes d'horreur, hein, quand on lit des thrillers par exemple, qui peuvent être une grande violence. Mais personnellement, pour ce premier texte, j'ai choisi non pas une feel-good littérature, mais quelque chose avec lequel je suis à l'aise, quelque chose d'une assez grande tendresse, même si l'histoire en elle-même porte pas mal de violence. Et parce que je suis un lecteur, et aussi parce que j'écris en tant que journaliste, je ne parle que de choses qui me touchent. Et je ne sais pas si vous remarquez que parfois certains écrivains, quel que soit le livre qu'ils publient, ils publient toujours finalement le même livre. Ils ont toujours les thèmes récurrents. Et si on prend un type comme Alain Mabankou par exemple, dans quel que soit son texte, on trouvera Pointe-Noire, on trouvera le Congo-Brazzaville, on trouvera des questions liées au racisme, etc. Quand on prend quelqu'un comme, on est chez lui, M. Laferrière, on ne peut pas le nommer, et on a toujours quelqu'un en Iran, on a toujours le pays premier, à savoir Haïti en arrière-plan, on a toujours, comment dire, des femmes autour desquelles il tourne ou qui tournent autour de lui, mais au final, il y a un certain nombre de thèmes qui sont récurrents. Moi, ma matière première, c'est Haïti. C'est pour ça que Vagabondage éphémère, c'est un livre haïtien, c'est un roman haïtien. Maintenant, effectivement, Gabriel, il se balade un peu partout. Il ira notamment en Afrique de l'Ouest, dans un pays qui s'appelle le Sénégal, pour courir après ce quelque chose qu'on lui a volé et qu'il veut absolument retrouver. Mais d'abord et avant tout, Gabriel, partout où il passe, il emmène Haïti avec lui. Je l'ai fait peut-être par facilité, mais en même temps, comme je l'ai dit, je n'écris que sur ce qui me touche. Peut-être que demain, comme a écrit Daniel Ferrière, sans me comparer à lui, il a écrit ce livre, Journal d'un écrivain japonais, peut-être que j'écrirai des histoires suédoises ou azerbaïdjanaises ou croates, allez savoir. Peut-être qu'un jour, je raconterai des histoires australiennes, mais il me semble, quand on a cette possibilité et surtout cette matière qui est Haïti, dans tout ce que cela peut représenter en termes de composantes, en termes de structure, en termes d'opportunités, de création, on peut aller vagabonder, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller au-delà de la matière haïtienne. Du moins, si on va au-delà de la matière haïtienne, c'est pour agglomérer autre chose autour de cette matière haïtienne. Donc l'inspiration, c'est Haïti. Maintenant, après, et j'en terminerai par là, ce que j'aime beaucoup dans ce travail que j'ai pu faire et les critiques l'ont relevé, c'est ce voyage à travers les mots. Parce que pour moi, nous sommes 8 milliards d'êtres humains, on a 8 milliards d'histoires, voire 8 milliards plus, et d'histoires. Ce qui change, c'est la façon de les raconter. Et la façon
d'emmener les uns et les autres à faire se percuter ou s'interpénétrer les histoires, et que les histoires les plus ordinaires deviennent littérature, fassent littérature. Et sans entrer dans des contorsions, le site, par exemple, comme on a étudié ça en 3e ou 4e, ce n'est jamais qu'une histoire d'amour empêché. Et on prendrait quoi? On prendrait Roméo et Juliette, pareil, une histoire d'amour empêché. Et puis après, il y en a un qui décide de se suicider sans savoir que l'autre n'était pas mort. Et il y a toujours moyen de résumer une histoire quelconque. Ce qui change finalement, c'est le parcours, c'est le journey, comme disent les Américains. C'est la trajectoire à travers laquelle on passe pour finalement faire en sorte à ce que le trio amoureux, un tel, ce lieu, que tout ça finalement fasse littérature, que la personne suive le parcours qui lui est aménagé. Moi, j'ai adoré ça. Donc, voilà. Rapidement, avant de passer aux questions du public, il y a 2 choses que vous avez soulignées que j'ai remarqué également dans le livre. On se dit plus de tu maintenant, de n'importe quoi. Donc, c'est justement, ouais, tu l'as souligné, le vocabulaire. Donc, les mots, c'est peut-être aussi, tu es linguiste, donc il y a ça également, je pense. Et puis, Dany Laferrière, moi, j'ai retrouvé un peu de Dany Laferrière dans ce livre. J'ai essayé même de le comparer un petit peu avec les lignes du retour. Donc, est-ce qu'il y a un auteur en particulier ou des auteurs qui ont une certaine influence sur toi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une matière extrêmement dense et composite et profondément inspirante en elle-même, c'est Haïti. Et alors, moi j'ai eu la chance de découvrir la littérature haïtienne du 19e siècle. Et avec des écrivains comme Fernand Hipert, comme Frédéric Marcelin, comme Justin Lérisson. Ce sont des auteurs qui ont dit ce qu'était Haïti à l'époque. Ils avaient parfois d'autres métiers, mais ils ont raconté au travers de ces séquences ce qu'était le pays et ce que parfois ils auraient voulu qu'il soit de différent. Quand on prend un texte comme Marie-Lise, par exemple, de Frédéric Marcelin, c'est un texte qui dénonce la condition d'une femme qui se retrouve seule, obligée de s'occuper d'une tripotée d'enfants, qui vit dans un bidonville et qui n'aspire qu'à une chose, c'est vivre mieux. Quand on prend Les Tazards, par exemple, de Fernand Hipert, ce texte-là dénonce quoi? Dénonce les préjugés raciaux au sein de la société haïtienne, et le pauvre Thémistocle Epaminondas Lavaster, il en fera un peu les frais parce que Madame Tazard verra d'un très mauvais œil que ce négrillon arrive dans la famille et envisage d'entrer alors que nous sommes bien blancs, bien bourgeois, il n'a pas sa place. Donc. Et la littérature haïtienne du 19e siècle, pour moi, est une littérature qui est profondément enrichissante et dans laquelle on peut puiser pour raconter Haïti au final, qui continue toujours de se battre pour se frayer un chemin dans la modernité. Et pour moi, cette littérature, que ce soit celle du 19e siècle ou celle du 20e siècle, et là pour le coup on peut évoquer des auteurs contemporains, Dany Laferrière, tu l'as dit, mais moi, j'espère que je ne me ferai pas beaucoup d'ennemis. Il y a un écrivain haïtien que j'adore, même si humainement c'est quelqu'un d'assez difficile, certains disent épouvantablement dégueulasse, mais bon, je n'entre pas dans les histoires de morale. Lionel Trudeau. J'adore Lionel Trudeau. Et parce que pour moi, c'est un écrivain qui sait porter la plume dans la plaie. Indépendamment de ces histoires d'opinion politique, là n'est pas la question. Et il y a aussi quelqu'un auquel je pense, et c'est Gary Victor. Alors, moi, je ne le considère pas comme un romancier au sens orthodoxe du terme. Évidemment, c'est un écrivain de grand talent, mais pour moi, c'est le meilleur conteur que Haïti possède. Et
dans ce livre-là, Vagabondage éphémère, j'ai fait en sorte à ce que le genre épistolaire et romanesque et du conte se recoupent. Et en écrivant le conte que j'ai inclus dans le roman, j'ai pensé à Gary Victor. Donc, je n'ai pas un auteur en particulier, notre pas spécial dédicace, même s'il est épouvantable, ce garçon, il est vraiment tout. Il a très très mauvais caractère. Mais pour moi, nous avons aujourd'hui, sans faire de politiquement correct, nous avons une espèce de faune, et je le dis sans que ce soit péjoratif. Nous avons des battants, nous avons des lions, des lionnes dans cette littérature-là qui permettent d'ailleurs de continuer de dire Haïti et de dire Haïti différemment. Donc je pense à quelqu'un comme Yannick Laens, bien sûr. Je pense à Kathleen Mars. Je pense à la sœur de Lionel Trouillot, Evelyne Trouillot. Et bien entendu le Philippe d'Alembert. Et puis je pense aussi, parce qu'on n'a pas parlé de poésie, mais je pense à quelqu'un comme Bonnel Auguste. Et quand tu as des gens comme Franck Etienne qui sont complètement hors concours, hein, parce que là c'est le firmament de notre... Même si, pour être totalement honnête, moi je n'ai jamais lu en totalité un roman de Franck Etienne, parce que le spiralisme et moi, ça fait que j'ai beaucoup de difficultés à entrer là-dedans, comme peut-être on peut avoir des difficultés à interpréter un tableau et tout ça. Mais on a encore cette matière, et on aurait pu aussi parler des nouveaux, comme Mackenzie Orsel, comme James Noël. Ce que je fais, et j'en terminerai par là, quand je travaille, parce qu'en ce moment je suis en train de travailler sur mon second roman, j'évite de trop m'imprégner de ce que font les autres. Mais je dis trop entre guillemets parce que j'ai besoin de lire pour pouvoir continuer à écrire et porter d'autres gens à lire, sachant que lire aujourd'hui en 2024, lire de la littérature de roman, c'est un énorme combat. Merci Philomé. Là, je passe la parole au public. Déjà une question, Marly. Un micro, s'il te plaît, de ce côté. Sinon, c'est moi. Ah, non. Sinon, prends le mec. Ouais, Merci infiniment, je suis très contente d'être ici et de vous écouter parler. Vous dites que vous lisez beaucoup, je le vois. Je vois déjà des traces. Mon père ne m'a jamais appris à parler à autrui. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Je vois déjà l'influence d'une certaine littérature. Mais je voulais parler un petit peu de la liberté dans ce livre. J'ai l'impression que la liberté, c'est quelque chose qu'on contemple et qui est très volatile, qu'il faut retravailler à chaque fois. Parce que le personnage, il part, il revient, tel le cabri qui revient à son pieu. J'ai l'impression que notre pieu, finalement, à lui, à vous, à moi, c'est Haïti. On s'en va et on revient, d'où le titre qui est assez contradictoire, vagabondage. On a envie de dire que le vagabondage peut s'étaler jusqu'à l'infini, mais non, éphémère. Donc finalement, cette liberté-là a un goût et elle a un nom. Non? Il y a aussi un ton. Et peut-être un début d'élément de réponse sur l'influence. Moi, en commençant ce chapitre-là par ces mots-là, je n'avais aucun auteur en particulier en tête. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé d'éviter de me laisser influencer, mais dans le même temps, il faut quand même savoir raison garder et être modeste. Et comme vous le savez, hein, rien ne se perd, rien ne se plaît, tout se transforme. Nous sommes venus trop tard dans un monde trop vieux. Quel que soit ce que je voudrais inventer, quelqu'un d'autre l'aura peut-être pensé avant moi ou pendant moi. Et au final, même si nous laissons notre petite pierre dans l'humanité, et elle ne sera jamais qu'une petite pierre dans la grande histoire. Mais cette petite pierre-là, elle aura toujours une valeur cardinale, fondamentale, essentielle, puisqu'elle est unique. Et le livre, mon père ne m'a jamais appris à parler à autrui. C'est le personnage qui s'exprime, c'est ce qui devait se dire à ce moment-là. Et de toute façon, ça fait partie de... Alors j'ai dit accroche tout à l'heure parce que les journalistes reconnaîtront ce mot-là. C'est ce par quoi on entame un article qui permette qu'on entre dans l'histoire et qu'on continue et qu'on aille vers la chute.
comme on dit dans notre jargon journaliste. Et comme je l'ai dit aussi, c'est un roman haïtien. Et mais il faut pas entendre haïtien déjà ni au sens ethniciste ou racialiste. Il faut entendre haïtien au sens de l'universel. Parce que Haïti, je ne le dis pas parce que nous sommes chez nous ou parce que nous sommes dans un terrain inconnu, Haïti c'est un pays qui dit l'universel. Qui a voulu dire l'universel, qui a dit l'universel et qui dira l'universel quoi qu'il arrive. Et donc le personnage de Gabriel ressemble à des millions d'autres. Mais dans la mesure où sa trajectoire est unique, dans la mesure où son parcours est unique, dans la mesure où sa quête est unique, et dans la mesure où tout ça est corrélé à un espace, à une terre, à un idéal, à un projet qui est Haïti, je pense que c'est... Est-ce que je suis le mieux placé pour le dire? J'en sais rien, mais je pense que c'est quelque chose d'assez spécifique, de notable. En tout cas, c'est ce que moi j'ai voulu raconter. Je ne sais pas si je suis arrivé, mais les critiques ont plutôt bien accueilli le bouquin, donc je suis content. Question? Moi, je peux poser une question. Ah, ben, bien sûr. Ça nous va venir piéger là. C'est la première séance dédicace de Philomé au Canada. Ouais. La visite. C'est ça. En fait, ma question, c'est vrai que j'avais tenté de poser cette question parce que j'avais réalisé une interview avec Robert. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a quelque chose qui est typiquement haïtien dans le roman, c'est le côté où Gabriel, c'est un gars qui aime les filles. Justement, il y a un côté polyamour. Donc, est-ce que c'est une sorte de promotion pour le polyamour que vous avez tenté de faire dans le roman, Robert? Donc, c'est justement ça ma question. Non, à aucun moment. Et déjà, c'est un travail de fiction, même si cette fiction-là s'arc-boute autour de certaines réalités, notamment certaines réalités crues. On parle d'Haïti tout à l'heure, si vous voulez, je vous lirai un petit extrait, parce qu'on est quand même là pour ça. Et le texte et notamment le personnage de Gabriel, malgré la fureur et la colère qu'il peut porter en lui vis-à-vis de ses compatriotes, vis-à-vis d'Haïti, et l'ami Artus me disait tout à l'heure, une parole tout à fait ouverte, que les Haïtiens, enfin pour beaucoup d'entre nous, n'aiment pas l'État. Et notre ami Gabriel n'est déjà pas à la règle, parce qu'à un moment donné, pour qu'on se comprenne bien dans le texte, Gabriel il décide de quitter Haïti parce qu'il n'en peut plus, et puis il va traîner devant une ambassade étrangère, celle du Brésil en l'occurrence, parce que le Brésil ouvre ses portes aux Haïtiens, et à partir de ce moment-là, son exil est décidé, et il va lui arriver un certain nombre de choses, mais il prend la décision de partir volontairement. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que il part et il lui arrive de rencontrer un certain nombre de personnages. Il y a beaucoup de femmes, on l'a dit, mais il y a aussi des hommes, notamment un homme qui est là. Gabriel a trouvé sa route à un moment donné, on ne dit pas lequel, parce que là on va vers la fin du livre. Malgré toute la fureur qu'il porte en lui, malgré tout le mal qu'il dit de ses compatriotes, je vous lis un extrait tout à l'heure, le texte n'a pas vocation à donner des leçons, et encore moins des leçons de morale. Et il n'y a aucune espèce de morale là-dedans. En revanche, et c'est là que la littérature permet ça, et comme toute œuvre d'art, j'ai la prétention de le penser, chacun le recevra et le vivra différemment, et l'appréhendra différemment. Et pour moi, qui ai construit ce personnage, Gabriel, c'est une espèce de lâche finalement, tu n'en peux plus, il part, bon, il aurait pu rester, et il est toujours en train de courir. Pourquoi il s'assoit pas quelque part pour construire quelque chose? Il est veule, il est vil, il est alcoolique, il est drogué comme pas possible, mais c'est un personnage de roman et de fiction, de roman au sens où il est excessif. Je ne conçois, moi, de personnage de roman qui ne soit pas
et extraordinaire, qui ne soit pas excessif, lors même que l'histoire qu'il vit est une histoire ordinaire. Donc, pour moi, Gabriel, c'est ça. Donc, je voulais un extrait. Voilà. D'abord par le texte, et bien après, on n'a pas allé. Alors. Ok. Alors, tout à l'heure, merci. On va page 44, les deux dernières lignes, et puis on file page 45, et puis on s'arrête. Ça va être un peu long, mais on essaie. Ah non, peut-être page 45. Allez, page 45. Non. Allez, page 45. Consuelo et moi, nous vîmes par un jour de pluie tropicale. Alors, Consuelo, c'est un personnage que le personnage principal rencontrera. Consuelo et moi, nous vîmes par un jour de pluie tropicale. Ces jours où, sur l'île, comme partout dans les Caraïbes, la nature peut sauvagement se déchaîner pendant quelques minutes avant que naisse un arc-en-ciel conquérant entre les bords. Ces jours où l'imagination de mes compatriotes faisait des merveilles. Une fois passé le saisissement des orageuses, après s'être assuré qu'aucun ne manquait à l'appel, on se regardait curieusement, on jalousait secrètement celui ou celle qui allait recueillir le chapeau de l'arc-en-ciel, signe de promesses de richesses éternelles. On s'inventait des vies d'ailleurs, subtilisées dans les quelques lectures picorées dans des bibliothèques exsangues quand elles existaient. Alors, fjord ou pampa, bouleau ou cocotier, abaya, mousseline ou vison pour ces dames, costume smalto ou djellaba à large rayure pour ces messieurs. L'aventure n'est-il pas là qui nous tend les bras, loin des combinards installés ici, à chaque coin du pouvoir? Petite parenthèse, les costumes smalto dont je parle, et vous ne m'avez pas demandé de secret de fabrication, je ne vous en donnerai pas, mais les costumes smalto, pourquoi j'en parle ici, enfin pourquoi je fais Gabriel en parler, il m'a été rapporté que Jean-Claude Duvalier était un grand amateur de costumes smalto. C'était sa marque de costume préférée. Et donc, j'ai voulu glisser une demi-piquette, parce que, alors, je ne veux pas faire de politique, c'est pas l'endroit, mais je n'ai pas une grande affection pour les fascismes. Je faisais, page 45, je faisais, donc Gabriel, je faisais comme souvent le pied de grue devant l'ambassade du Brésil, aux côtés de compagnons d'infortune. Pourquoi le Brésil? Parce que le 911, donc le numéro d'urgence, que vous connaissez, parce que le 911, celui que là-bas on appelait pour les urgences, mais qu'ici nous sollicitions ne serait-ce que pour pouvoir vivre, ne répondait plus. Parce que pour Miami, Ottawa, Minneapolis ou Montréal, mêmes envies de départ, mais même téléphone qu'on ne décrochait pas, même hautes barrières grillagées derrière lesquelles se planquaient des consuls peu amènes. Nous croyons que notre idolâtrie pour les footballeurs brésiliens allait toucher le cœur des autorités consulaires brésiliennes et ouvrir une vanne à visa pour São Paulo, Belo Horizonte, Brasilia ou Rio. Nos vies ressemblaient à des gares de triage désaffectées. Le ciel de l'île était descendu beaucoup trop bas. Les nuages noirs s'étaient glissés jusque dans les cases, sous les matelas en coton poussiéreux où nous cachions de maigres gourdes pour répondre à la sécheresse des calebasses. Ces nuages s'étaient tapis sous les jarretières évasées des fours, sous les tentes trouées où nous prenions refuge, abandonnant nos cahutes quand les fusils et les pistolets des puissants et de leurs esclaves écrasaient nos tympans et faisaient se retourner nos estomacs. Le tonnerre rugissait dans chaque cœur, matin et soir, pour dire le rejet du malaise, de la trahison multiséculaire, des indemnisations faramineuses de ministres qui se servaient dans les caisses publiques, plus qu'ils ne servaient le public. Je réfléchissais aux moyens de soulever ces ciels, d'éloigner ces cumulus ténébreux, d'éjecter de nos veines de jeunes déjà vieux, fourbus par la vie, le poison de la désespérance. Je multipliais les tentatives pour dire adieu à ma terre assassine, celle qui acceptait dans le silence qu'une voiture présidentielle renversât sans s'arrêter une brave femme sans défense. Qui sécherait un jour le sang d'Héloïse? Et j'en terminerai par là. Je faisais des pieds et des mains pour évacuer cette nation qui s'enorgueillissait de son passé et qui s'encroutait dans le mal développement à la face du monde.
Quoi de mieux que l'exil volontaire pour tordre le cou au sort? Alors oui, chaque jour, sans patriotisme mal placé, sans aucun sentiment de trahison, par fournées entières, nous, jeunes, mages défroqués, espoirs asséchés par des régimes répugnants, abandonnions la partie, coupions les cordes des jeux qui nous attachaient à notre île martyre, lassés par des jeux pervers dont nous étions devenus des idiots utiles. La mer? Pourquoi pas la mer? Les embarcations creusées dans des troncs glissaient tels des serpents délurés sur les côtes vers le canal du vent que Machad Anissa avait peut-être emprunté. Les esquives s'en allaient de jour comme de nuit vers Cuba ou Kingston, Saint-Martin, St. John's ou même Plymouth. Gabriel, c'est un jeune qui est complètement désarticulé. Et moi, j'ai voulu, par ce texte, même si j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait aucune leçon de morale ni aucune leçon politique dedans, j'ai voulu quelque part rendre un certain hommage à ces centaines de milliers de personnes qui ont été inspirées là ces 20 dernières années par l'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, le Chili. Il y avait des sortes de filières comme ça. Et moi, petite parenthèse, vraiment des non. Une fois j'étais à l'aéroport de Port-au-Prince pour prendre l'avion pour, je ne me rappelle plus trop, ça devait être pour Paris. Et d'un côté, il y avait les vols vers le Canada, les États-Unis, les lignes étaient très peu fournies. Et de l'autre, il y avait les lignes qui partaient pour Cuba, où là, pour le coup, il y avait des centaines et des centaines de gens, de jeunes hommes et de jeunes femmes, qui avaient pour bagage un sac à dos. Et ces gens-là, on voyait dans leur posture, ils n'étaient pas en train de voyager comme ceux qui partaient vers le Canada ou les États-Unis. C'est des gens qui étaient en partance pour très très longtemps, voire même pour jamais. Et j'ai pensé à eux en construisant le personnage de Gabriel. Voilà. Merci, Philomé. On va justement, et sur ce, on va passer à un autre aspect. Pas l'aspect, on va aborder maintenant l'aspect journaliste. Philomé, qui a laissé le pays en 2002, je pense. Donc tu as pris l'exil, tu as été en France. Comment ça s'est passé? C'était avec quel sentiment tu avais laissé Haïti? Et maintenant, avec ton parcours si inspirant, comment tu t'en es sorti pour arriver aujourd'hui à France 24, l'une des plus grandes chaînes de TV parisienne, en tout cas française? Merci Naomi. Inspirant, je ne sais pas. Et moi, je l'ai... Il est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je n'aime pas trop prendre la parole en public vu que je squatte tous les écrans des gens toute la journée et que j'aime pas beaucoup parler de moi, mais comme je l'ai dit, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. À un moment donné, il faut assumer ses responsabilités. C'est ce que j'essaie de faire là ce soir devant vous. Et j'essaierai d'assumer autant que faire se peut. Inspirant, je ne sais pas, mais il est vrai que, parce que je fais ce travail depuis un certain nombre d'années, et je tombe sur des jeunes qui me disent qu'ils sont contents de prendre contact avec moi, qui m'écoutent avec une certaine affection. Et bon, parfois on tombe sur des choses un petit peu plus ubuesques, inénarrables, où le gars te dit je t'écoute depuis que je suis tout petit, alors qu'il est plus vieux que toi. Mais la radio permet ça, les médias permettent ça. Et effectivement, la télévision, et la télévision de masse en l'occurrence, a cet effet-là. Et contrairement aux plateformes, hein, aujourd'hui nous sommes tous dans des écrans, dans notre écran à nous, dans les écrans des autres, mais la télévision garde encore ce pouvoir d'attraction. Inspirant, je ne sais pas, mais je suis profondément attaché au travail. Au travail au sens le plus large du terme. Travail, comme beaucoup d'entre vous le savent, vient du latin trepalium, qui signifie douleur. Ce n'est pas pour rien que quand les femmes sont en train d'accoucher, on dit qu'elles sont en plein travail, parce que ça fait mal, parce que c'est violent. Mais moi, c'est pas cette acception-là du travail qui m'intéresse, c'est le travail au sens où on peut s'investir, créer, et s'épanouir, et puis aider quelques-uns, et en ce qui me concerne parfois souvent beaucoup,
à trouver une certaine voie. Moi, il m'est arrivé de prononcer une conférence dans une école de journalisme. Ça m'est arrivé à Dakar, par exemple. Je vais dans une école de journalisme, je prononce une conférence, et puis 10 ans plus tard, je tombe sur des jeunes qui m'ont écouté au CESTI et qui sont présentateurs dans la télévision sénégalaise. Et qui me disent que si j'ai fait ce métier-là, c'est parce que je vous ai écouté. Après, je leur dis, ok, c'est bien sympathique, mais qu'est-ce que vous venez faire dans cette galère? On est mal payé, Mais voilà, ça c'est pour l'anecdote. Maintenant, comment tout ça est parti, on ne va pas refaire le match, parce que ce qui m'est arrivé à Artus et à d'autres, c'est l'histoire du 17 décembre que moi je raconte dans ce livre-là, Exil au crépuscule, où je raconte, j'espère ne pas avoir trop trahi les événements, et cher Artus, comment nous sommes partis travailler et comment une génération de journalistes haïtiens s'est retrouvée décimée du jour au lendemain, au point où il a fallu tout reconstruire, et pas dans les meilleures conditions et circonstances, avec des résultats très aléatoires, je dis. Non, parce que aujourd'hui, moi, quand je tombe sur quelqu'un qui me dit j'aimais bien vous écouter sur Vision 2000, l'invité du jour, sauf l'invité du jour, ça remonte il y a 23 ans, quoi. Et il y a des gens encore qui s'en souviennent, et ça nous touche, mais c'est du passé. Donc, je raconte cette histoire, et dans Exil au crépuscule. J'ai été obligé de le faire, non pas par... comment dire, ce n'est pas de l'ego close. Il s'agissait pour moi de laisser un témoignage et pour les autres. Et pour dire qu'à un moment donné, la presse haïtienne s'est retrouvée sous la mitraille, victime de forces obscures d'une très très grande violence, et elle a eu beaucoup de mal à s'en relever, et je doute qu'elle s'en soit relevée. Elle s'est construite sur autre chose, et la presse haïtienne aujourd'hui c'est l'une des institutions qui tient dans ce pays, mais on se demande comment. D'ailleurs maintenant, petite digression, on est en train de se demander comment 2 journalistes ont pu se faire arrêter par des CPJ dans des histoires de soupçons, de je ne sais pas quoi, etc. On en est à se poser la question de savoir et quel lien entre des journalistes ou des pseudo-journalistes et des organisations terroristes criminelles. Donc, ce livre-là avait valeur de témoignage. À l'époque, nous nous battions pour pouvoir bénéficier finalement de ces acquis de 1986, au premier rang desquels il y a la liberté de la presse et la liberté d'expression. Aujourd'hui, cette liberté n'est pas en balance, loin de là, mais on trouve des gens pour poser la question à tort ou à raison de savoir est-ce que nous n'en bénéficions pas trop. J'ai un camarade qui a parlé de libertinage tout à l'heure et tout ça. Donc, j'ai dû partir dans ces circonstances et parce que je crois au travail et parce que je n'ai qu'une religion, c'est le travail. J'ai pu entrer à Radio France Internationale grâce à ce camarade qui est à côté de moi, Artus. Et pour l'anecdote, Artus Weber et Abel Descollines avaient fait un stage à Radio France Internationale quand ils y étaient passés vers la fin des années 90. Et un jour que nous étions à Paris, en train de traîner, à se dire ouais, qu'on va se passer la journée, qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on n'a rien à faire. Et ils se sont dit, Abel et lui, pourquoi on n'irait pas à RFI voir ceux qui nous avaient accueillis quand on avait fait le stage et tout ça. Et ils parlaient entre eux. Et moi j'étais à côté. Et ils décident d'aller à RFI voir leur ancien maître de stage. Et moi je leur dis, de toute façon je ne fous rien. Je ne peux pas vous accompagner. Et je les ai suivis. Et on a été effectivement, on les a rencontrés. À un moment donné, ils racontent leur vie, comment ça s'est passé dans le temps. Et moi je dis à un moment donné, bon. Et moi maintenant que je suis là, je peux pas faire un petit stage, tout ça. Et le gars dit, oui mais non, parce que vous n'entrez pas dans le cadre, puisque le stage auquel ils avaient participé, c'était un stage dans le cadre de programme de coopération, étant donné que j'étais là, non pas dans le cadre de coopération, mais en tant que demandeur d'asile et plus tard réfugié, je n'entrais pas dans le champ, donc j'étais hors champ. Et là-dessus, le type me dit, bah, je ne suis pas sûr, je suis même certain que c'est pas possible que ça se fasse.
mais je vais voir, et là-dessus, il appelle l'ambassade de France à Port-au-Prince, qui dit effectivement, non, il n'entre pas dans le cadre. Non. Et là-dessus, le gars a dit, Bernard Chenio, il a dit, l'ambassade haïtienne ne veut pas, mais moi je te fais faire ce stage quand même. Et je suis entré à RFI en tant que stagiaire, avec l'ami Artus aussi. Et puis, ça a été dans un premier temps le service international et le service reportage. Et puis, on a fait d'abord aussi le service en créole, et puis on avait des piges, du reportage, il y en a. Et puis après, je suis parti à Sciences Po, faire un master de télévision. Et puis Sciences Po, France 24 se montait, je suis entré à France 24, et depuis je suis... oui, voilà. Et depuis je suis là. Mais à faire quoi en fait? Parce que c'est un peu la question, blague à part. À essayer, dans un monde de plus en plus violent, où certains font pour métier d'alimenter la confusion grâce à de la pseudo-science, toute discipline confondue, à raconter des choses qui aient du sens, en fait. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et sur l'antenne de France 24, en tant que présentateur, et en tant que journaliste, présentateur, parce qu'il n'y a pas un métier qui s'appelle présentateur, il y a un métier qui s'appelle journalisme. Et, mais dans la mesure où on a tous la même information, on est tous abonnés aux mêmes agences, on a tous les mêmes fils d'informations qui nous arrivent, et on couvre tous à peu près les mêmes événements. Bon, évidemment, il y a des spécificités, etc. Mais la question, c'est comment on raconte, comment on restitue. Moi, j'essaye, c'est un travail toujours en cours, de trouver un ton qui me soit personnel et qui donne envie à quelqu'un qui est à Bamako ou qui est à Conakry ou qui est à Johannesburg, etc., de venir m'écouter moi. Voilà pourquoi j'ai des gens qui prennent rendez-vous et qui viennent m'écouter parce qu'ils aiment la façon dont je raconte et parce que aussi j'accorde énormément d'importance à la question du sens. Petit exemple pour qu'on soit concret, l'histoire de la Crimée et comme ce sont des événements qui touchent énormément de monde et tout le monde s'y met, mais avec quelle distance, avec quel recul? Là, en l'espèce, le seul recul qui vaille, c'est le recul historique. Et quand on prend de la distance, on parle de l'annexion de la Crimée par la Russie, alors que la Crimée a longtemps vécu en Russie, où on parle du rattachement de la Crimée à la Russie. Personnellement, je fais le choix, autant que faire se peut, avec la modeste culture slave qui est la mienne, mais extrêmement modeste, et je fais le choix de parler de rattachement de la Crimée à la Russie, tout en citant textuellement ceux qui parlent d'annexion de la Crimée. C'est un exercice équilibriste, parce qu'on a vite fait de se faire incendier et brûler. Je ne parle même pas des choses encore plus chaudes en ce moment, l'histoire de la guerre à Gaza, mais au bout du bout, et j'en termine par là, les faits restent les faits, à savoir qu'ils sont têtus. On ne peut pas faire dire aux gens ce qu'ils ne disent pas, on ne peut pas faire dire aux faits ce qu'ils ne disent pas. Avec le recul, je me dis que dans notre métier de journaliste, on peut ne pas être objectif, c'est une vue de l'esprit, on peut ne pas être neutre. D'ailleurs, comment être neutre quand un pouvoir truque les élections qu'il les gagne à 100% alors qu'il les aurait gagnés, mais pas à 100%. On ne peut pas être neutre par rapport à ça. Et on peut ne pas être objectif neutre, mais on ne peut pas se permettre d'être malhonnête. Pour moi, c'est la ligne rouge à ne pas franchir en tant que journaliste. Et le pouvoir de l'époque aurait aimé qu'on soit malhonnête. Et comme on ne l'a pas supporté, on s'est retrouvé dehors. Et heureusement, on est rentré chez nous parce que les choses changent. Voilà. Alors, Naomi m'a dit que je pouvais. Alors, on va revenir au roman. Mais il ne faut pas t'en fatiguer les gens. Parce que là, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, oui. Et puis après, une question du public, et puis c'est bien que ma question est égoïste, parce que bon, moi, son parcours de journaliste,
j'ai eu le privilège de le vivre aussi, d'en parler lors de l'interview en mai 2015. Donc, alors, maintenant, ce qui m'intéresse, moi, égoïstement, c'est le roman. Alors, en 2013, avec l'ambassadeur, on a eu le privilège d'interviewer l'académicien, l'immortel Dany Laferrière, ensemble à Port-au-Prince. Je lui avais posé une question bête, du genre, la formule soi-disant préconisée dans Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Moi, je n'ai pas eu cette formule. Donc, quand j'ai lu le livre en 98, j'étais en première année à la faculté des sciences humaines de l'université de Dadaïti. Moi, j'ai cherché la formule. Bon, on ne sait jamais. Mais je cherchais la formule, mais je ne l'ai pas trouvée. C'est à ce moment-là que Dany a expliqué un fait littéraire énorme que j'ai utilisé par la suite, que les histoires avec les formules, les histoires avec les démarches conformes, les histoires sans les inattendus ne vivent pas longtemps. Il m'a dit, s'il y avait une formule, s'il avait donné la formule Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, peut-être que le roman ne serait pas encore en librairie près de 30 ans après sa sortie. Tout à l'heure, en petite communauté, l'ambassadeur avait s'est plaint pour le sort désolant de l'une des héroïnes de l'histoire, Héloïse. Est-ce que Robert Philomé est entré dans une démarche de faire une histoire avec des inattendus, une histoire avec une fin non conforme? Est-ce qu'il a voulu choquer? Parce que ce sont les histoires qui choquent, qui restent, qui demeurent éternelles. Celles qui sont très conformistes, on les oublie rapidement. Est-ce que tu es entré consciemment dans cette démarche, ou bien, comme les histoires savent bien le faire, ça t'est tombé dessus, de faire un roman avec des inattendus et peut-être des déceptions aussi pour des personnages qu'on affectionnait bien? Je suis tenté de dire que la chose est beaucoup plus simple. Tout à l'heure, j'ai dit que le texte a sa propre musique, sa propre dynamique, sa propre temporalité. Et l'auteur peut être surpris et d'être débordé sur sa droite ou sur sa gauche par des situations qu'il a créées, des personnages qu'il a créés. À un moment donné, il peut arriver qu'il ne s'y retrouve plus. Et sauf que bon, après il y a le travail d'édition qui fera que ça sera un peu moins fouillé. Et malheureusement, je ne peux pas vous dire comment le livre se termine, et parce que vous n'avez pas encore lu. Et en revanche, je sais que, parce que j'aime bien lire, j'essaie d'écrire le livre que moi j'aurais aimé acheter si on me l'avait offert à la vente. Et maintenant, qu'est-ce que j'aime lire? Étant journaliste, on n'est pas des gens très complexes, bien au contraire, on est même des gens très simples. J'aime les histoires simples. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, et sans mauvaise foi, j'arrive pas à lire totalement Franck Etienne dans son intégralité. Il faut quand même être madré pour entrer dans le monde de Franck Etienne. Et quand dans d'autres univers comme ceux de Yannick Laens ou de Philippe d'Alembert, c'est beaucoup plus simple. Et le Philippe d'Alembert, petite parenthèse, lui par exemple, il a écrit ce fameux roman dédié au drame de l'Aquila, ce tremblement de terre qui a dévasté une partie d'Italie. Et c'est un sujet auquel il a été sensible parce qu'il a vécu en Italie. Et comment se termine son livre? Je ne dis pas non plus, parce que bon, allez chercher. Si vous savez, c'est très bien. Si vous ne savez pas, allez chercher. Parce que tout réside finalement dans la rencontre. Maintenant, en écrivant, il y a 2-3 trucs comme ça. Je dis trucs, les anglo-saxons diraient tips. Il y a... il faut de la clarté, même si
situations dans lesquelles se trouvent les protagonistes ne le sont pas forcément. Mais la phrase à tiroir, à rallonge, et qui n'est pas indispensable, et cette phrase-là, on peut s'en débarrasser. Maintenant, vous êtes peut-être fan de séries de télévision, il y a dans les séries ce qu'on appelle des cliffhangers, c'est-à-dire le truc qui te permet de rester accroché jusqu'au prochain épisode. Et l'épisode se termine, vous attendez le prochain épisode. C'est le cliffhanger. Dans le roman, on est obligé d'avoir des cliffhangers. Et parce que une fois que, si par malheur le lecteur, la lectrice avait la sensation, le sentiment d'avoir tout saisi, tout compris et refermer le livre très tôt, ça serait quand même une partie ratée pour l'auteur, alors que l'objectif c'est que vous alliez jusqu'au bout. Maintenant, c'est un travail, alors en ce qui me concerne, je suis un artisan, je suis pas un artiste, mais le roman participe d'un genre qui s'appelle la littérature, qui est un art au même titre que les autres arts. Et pour poser la question de la morale ou du sens, revient à poser la question, au final, de l'utilité de l'art. À quoi est-ce que ça sert? Et on ne va pas épiloguer 300 000 ans, l'art ne sert strictement à rien. Mais on ne peut pas vivre sans. Et donc, libre à la personne qui entre dans la situation, les séquences, de soit se laisser râper ou non. Petite anecdote rapidement et j'en terminerai par là. Avant-hier soir, j'ai parlé au modérateur du prochain débat que je vais avoir dans le cadre de ces échanges, grâce à Rendez-vous au sommet encore une fois. Salutations spéciales dédicaces à la ville Jackson. Et l'animateur me dit, j'ai lu votre livre, j'ai bien aimé, merci beaucoup. À un moment donné, il me dit, le père du personnage de Gabriel, qui est un taiseux, qui est un homme de peu de mots, ressemble très pour trait à mon père à moi. Il me dit, mon père était un homme de peu de mots, c'était un taiseux. Et il me dit, parce que le père de Gabriel est maçon, il me dit, mon père était maçon. Alors que moi, j'ai créé un personnage de littérature qui parle à cette personne-là. Et ça m'a assez touché parce que finalement, on se dit qu'on crée quelque chose, on crée un monde, on crée des personnages et qui font écho aux histoires d'autres gens auxquels, évidemment, on n'aurait absolument pas pensé. Moi, ce monsieur, je l'ai rencontré totalement par hasard et c'est par hasard qu'on discute de ça. Deuxième anecdote, et dans le livre, le personnage d'Héloïse, qui est la mère de Gabriel, meurt. De toute façon, ça arrive assez tôt. Et j'ai quelqu'un, je me rappelle plus trop où, est-ce que c'était à Douala, à une époque, qui me dit, oui, ah là là, mais j'ai beaucoup aimé votre livre. C'est quand même dur, hein, comment votre maman est morte, là, franchement, mes condoléances, c'est terrible, ah là là, c'est épouvantable. Et la personne me présente ses sympathies. Et là-dessus, je dis merci. Mais c'est pas ma mère. Parce que jusqu'ici, ma mère est en plutôt bonne santé, elle est vivante, et Dieu merci. Et pourquoi je raconte ça, c'est parce que la personne a été touchée. Et sans mauvais jeu de mots, c'est un peu une grâce pour un auteur que son travail touche quelqu'un. Et que cette personne le dise. Donc, voilà. En un mot, c'est ça. Je n'ai pas voulu faire de sensation, j'ai laissé le texte se porter. Et puis, que ça puisse parler à des gens, pour moi, c'est absolument formidable. Mais aussi exigeant, parce que comment dire, ça demande que je continue de travailler peut-être plus ou moins correctement ou autant pour le prochain texte sur lequel je suis en train de travailler. Voilà. On doit y aller très vite. Je passerai la parole directement à l'ambassadeur, mais tout de suite, je voulais souligner pour toi que Franck Etienne ne le fait pas seulement dans le spiralisme,
il y a un roman facile à lire qui est comme tous les romans, Mieux à crever. J'ai essayé. Mieux à crever où il développe justement la théorie du iraniisme, etc. Je suis arrivé au milieu. Non, mais Mieux à crever, tu peux le dire. Voilà, bien sur ce, il n'y a pas de questions, rien, on termine rapidement. Et je vais passer là. Un petit peu pieux. Un petit peu pieux. Ouais. Ah oui. On ne peut pas vraiment... Ouais, nous, la parole à Mme Justinville, ça, on ne peut pas empêcher à Mme Justinville de prendre la parole. Alors, nous sommes très fiers et puis nous félicitons M. l'ambassadeur et cette initiative de la mission. Alors, je suis très fière d'être à l'écoute de M. Philomé Robert et son livre m'a bouleversée. Donc, Gabriel, c'est un être, au début, on voulait dire, écoute, je ne vais pas continuer à lire, mais la philosophie de la maman, le papa qui ne porte pas trop, en fait, il nous conduit vers des allées pour aller découvrir plus. Et à la page 102, j'ai pu voir que l'épitaphe de Meredith, en fait, d'Anissa Recherche, est vraiment la preuve pour le titre. Et puis, bravo. On serait à dire, écoutez, vagabondage éphémère, pourquoi ce titre? Mais on comprend que c'est Haïti qui nous tourmente tellement que par moments, il faut s'apaiser avec quelqu'un d'original, comme Danissa, qui, en fait, le vaudou, vous n'en avez pas parlé, qui occupe une place latente, Cyrilia, je crois, et donc beaucoup de personnages qui sont très marquants. Et l'écriture, mon Dieu, là, je sais que vous avez montré que vous